Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de France Gauthier. Elle patiente au téléphone depuis le Québec. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. France Gauthier, bonjour. Merci de participer à la clé du mystère pour la seconde fois sur cette antenne. Ça me fait vraiment plaisir, parce qu'en plus que je vais être chez vous la semaine prochaine. Formidable. Oui, je viens à Paris, et après ça à Bruxelles pour offrir conférences et ateliers. Alors, c'est mon premier voyage en Europe. J'attendais que mes enfants grandissent et me voilà. Après avoir reçu plusieurs demandes, là, je m'en viens. C'est avec plaisir que nous allons vous accueillir en tout cas. Merci beaucoup. Je m'en viens d'ailleurs enseigner ce dont on s'était parlé la dernière fois, oui. Je crois. On n'avait pas parlé d'écriture inspirée. Si. Alors, on va en parler juste en fin d'émission. On parlera justement de cette visite parisienne et bruxelloise. Nous allons faire un petit récapitulatif pour les personnes qui n'auraient pas entendu la précédente émission. Vous avez exercé le métier de journaliste pendant 20 ans à la télévision. Oui. Et depuis, vous avez pris un autre chemin, un chemin plus spirituel de recherche. Vous pratiquez l'écriture inspirée. Au fil du temps, vous avez expérimenté de multiples communications avec d'autres dimensions. Quelles sont ces dimensions ? Écoutez, moi, personnellement, je ne pourrais pas le nommer. Et c'est justement ce que j'enseigne. C'est pas important pour moi de nommer ça. Ce qui est important, c'est de savoir que on est tous capables de se brancher sur une forme de connaissance universelle et sur une forme de sagesse universelle. Et d'ailleurs, j'ai toujours un peu de difficulté avec les cloisons. Il y a beaucoup de gens que j'ai interviewés quand je faisais mes recherches il y a quelques années. Parce que j'ai fait des recherches pendant plusieurs années, j'ai lu des centaines de livres, j'ai rencontré des centaines de personnes, beaucoup de scientifiques qui s'intéressent à l'élévation et à l'ouverture de conscience. Et j'avais toujours un peu de difficulté avec le fait qu'on me dise moi je canalise tel personnage ou telle entité. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Personne n'est capable de vérifier ça. Et j'en suis arrivée à la conclusion, pour moi, bien sûr que c'est ma façon de le voir, là, mais j'en suis arrivée à la conclusion, après toutes ces recherches et lectures, ces expériences, de dire que dans le fond, ce qu'on est, c'est de l'énergie. Et que cette énergie-là se manifeste en différentes fréquences, si on veut voir ça, comme une station de radio, en fait, comme une bande FM à la radio, où est-ce qu'on pourrait décider un matin, parce que, moi, ma technique à moi, c'est je médite le matin pendant quelques minutes, même pas des heures, là, peut-être 15-20 minutes. Et par la suite, je prends mon crayon puis je pose des questions. Et je reçois de l'information. Et au début, quand j'ai commencé à faire cette pratique-là, parce que j'imitais une de mes amies qui faisait ça, qui est une autre journaliste de télé, et je me disais, comment tu fais ça? OK, c'est aussi simple que ça, je vais essayer. Et j'ai vraiment fait une espèce de profession de foi en me disant, moi, je dis tout le temps à la blague, j'ai pas beaucoup de talent dans la vie, mais j'ai une grande qualité, je suis très persévérante. Alors, tous les matins, je me levais, puis je faisais ça, puis je posais des questions, puis j'écrivais, en fait, je recevais des réponses, j'écrivais n'importe quoi, et c'était mon impression d'avoir vraiment écrit n'importe quoi. Jusqu'au jour où je me suis relue en 2010. Et j'étais encore journaliste à la télé, j'animais une série de documentaires sur une chaîne spécialisée, et ça m'a dit ce matin-là, en fait, je me suis relue parce que, j'ai relu les cahiers et j'ai réalisé que tout ce que j'avais écrit, il y avait une grande partie de ce que j'avais écrit qui s'était réalisé, ça s'était produit. C'est pas du tout un art divinatoire, loin de moi de vouloir parler de ça, mais c'est vraiment une direction que ça avait donnée à ma vie. Et ce matin-là, on m'a dit en écriture, puis quand je dis on, je dis tout le temps, c'est une partie de moi, j'appelle ça le grand moi ou le grand soi, c'est-à-dire c'est la partie de nous qui est branchée justement sur cette forme de connaissance et de sagesse universelle. Alors ce matin-là, en écriture, ça m'a dit, il est temps que tu fasses un reset. Le mot reset en anglais descendait très clairement et on me montrait, je voyais sur mon écran mental, si je peux dire, je voyais un écran d'ordinateur, puis ça me disait, tu pèses sur le bouton de l'ordinateur, tu mets ça à off, tu l'arrêtes et tu reviendras plus tard. Puis quand tu vas revenir, ça va avoir décuplé de vitesse et d'intensité ce que tu as à faire. Puis ça me disait pas quoi, puis c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un art divinatoire du tout, c'est vraiment une direction. Fait que j'ai fait une profession de foi encore une fois. Et là, j'ai dit, c'est beau, j'essaye.
et je verrai ce que ça donne. Et j'ai vraiment pris l'été de congé avec mes enfants. J'avais plus un sou en banque au mois de septembre. Je le savais que j'aurais plus un sou en banque au mois de septembre. Et je me suis vraiment pas stressée avec ça. J'ai simplement vécu ce que j'avais à vivre dans le moment présent, à jouer. On me disait, tu vas jouer, tu vas méditer, puis tu vas te baigner avec tes enfants, et c'est tout. Fait que j'ai fait ça tout l'été. Et au milieu de l'été, à un moment donné, j'ai reçu un super beau message qui me disait, le web est votre toile qui peut faire lever le voile. Et on s'en parlait juste avant l'entrevue hors d'onde, à quel point c'est pas facile de parler de conscience présentement dans les médias nationaux. Et ça me disait clairement en été 2010, fais-toi un site Internet, puis à travers le web que tu vas pouvoir passer tes messages, puis rejoindre les gens et vraiment permettre aux gens de savoir qu'on peut tous être autonomes, on n'a plus besoin de passer par des intermédiaires, des mystiques, des guérisseurs, des ceci, des cela. On est des grands alchimistes, chacun d'entre nous, quand on va vraiment prendre le temps d'aller rencontrer cet aspect-là à l'intérieur de nous. Ce qui fait que j'ai continué à faire ça, puis plus tard, ça m'a dit, prépare-toi, tu vas donner des conférences et des ateliers en grand nombre. Et ça a parti, moi j'ai été invitée à une émission de télé ici, dans un réseau national, le réseau TVA, et il y a un animateur d'affaires publiques qui était intrigué par ce que je faisais. Et il m'a invité en 2007 une première fois pour mes livres, après ça en 2010 pour parler de la fameuse fin du monde qui faisait peur à tout le monde. Et comme ça, le tapis rouge s'est déroulé, je me suis mis à donner des conférences et des ateliers d'écriture inspirée, ça a commencé par ça. Puis après ça, j'ai rajouté plusieurs autres ateliers, des ateliers d'éveil, justement pour aller rencontrer le maître à l'intérieur de chacun de nous qui sait comment créer sa réalité et ses idéaux. Après ça, j'ai créé des ateliers de guérison parce que j'ai accompagné ma grande amie dans la guérison d'un cancer incurable. Et elle est toujours là présentement et elle va bien, même si peut-être qu'elle va en partir éventuellement. Elle aura gagné plusieurs années dans la sérénité sans avoir à souffrir jamais de sa maladie. Alors, bref, c'est comme si nous, on a transcendé la maladie, la mort à travers cette expérience-là parce qu'on s'est dit, si on sait pas quand, personne ne sait quand on va partir du plan de la planète ici, là. Mais si on sait pas quand, on a le choix du comment. Et dans toute cette expérience-là, c'est mon dernier livre qui s'appelle Vivre et mourir guéri, qui est publié en France aussi et en Belgique et partout dans la francophonie aux éditions Ariane. Et c'est ce dont je vais aller parler aussi la semaine prochaine et l'autre semaine d'après. Et dans ce livre-là, on a compris que on est tous, dans le fond, des grands alchimistes. C'est là que je vous le disais tantôt. Je l'ai vu se guérir de quelque chose qui était impossible, notamment qu'elle avait un nerf sectionné, puis sa jambe s'est remise à fonctionner. Ils n'ont pas vu de traces de cancer, qui est un cancer agressif et galopant pendant plusieurs mois. Et par la suite, il y a eu une récidive et elle a aussi réussi à faire, je sais pas comment expliquer ça, de me dissoudre ou faire disparaître. Moi, je l'appelle la Houdini du cancer. Alors, c'est comme si, à volonté, quand elle a besoin d'une extension de temps, elle le fait. Et c'est raconté avec beaucoup de sensibilité, cette histoire-là, et tous les messages qu'on a reçus, parce que mon amie, c'est justement elle que j'imitais quand j'ai commencé à faire l'écriture inspirée. Je l'appelle la Céline Dion de l'écriture inspirée. Alors, c'est elle qui a reçu les beaux messages en grande partie pendant qu'elle était malade, et ça nous donne vraiment un deuxième niveau sur la maladie, sur la mort, sur le concept de l'éternité, et aussi le concept du fait qu'on peut se guérir d'à peu près n'importe quoi, jusqu'à ce qu'on ait chacun à notre tour un ticket pour retourner à la maison. Retourner à la maison, retourner à Dieu, retourner à la source. À la source, à l'univers, peu importe. Moi, je suis pas religieuse du tout, là, fait que appelez-le comme vous voulez. Mais on a tous un ticket de retour à m'amener. Et ce temps-là arrive et ça peut se faire en douceur, ça peut se faire en toute conscience, ça peut se faire sans souffrance. Et c'est ça le message le plus important qu'on a à passer, elle et moi, présentement, à travers ce livre-là. Puis là, puisqu'on parle de ça, je vais quand même me vanter un peu. C'est une expression qu'on peut dire en France. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut dire ça, oui. Alors, je vais me vanter parce que l'éditrice qui a édité Vivre et mourir guéri, Martine Vallée, qui est décédée l'année dernière du cancer, quand elle a lu ça, elle a dit « Ça amène tout ce que j'ai fait à un autre niveau. » Puis c'est quand même elle qui a publié les Greg Braden de ce monde, puis les Lee Carroll, puis les Neil Donald Walsh qui ont écrit Conversation avec Dieu, puis Nouvelle Terre et le pouvoir du moment présent et tout ça. Fait que je l'ai pris comme un compliment. C'est vrai. Alors finalement, selon vous, comment fait-on justement pour transcender tout ça, pour se connecter à la source? Bon, première étape, là, il faut apprendre à se déposer.
Et moi, j'étais une journaliste d'enquête. Ça roulait à 800 km/h dans ma tête, à temps plein. Je dis souvent à la blague, on a tous un hamster qui roule dans sa roue à l'intérieur de notre mental. Ben, le mien, il était sur la coke. Il allait très, très vite. Et c'était impossible de changer mon scénario de vie tant et aussi longtemps que j'étais constamment en train de penser et ressasser ce qui venait de se passer, ce qui était de mon passé, en fait, ou d'appréhender ce qui allait arriver dans le futur, puisqu'on m'a toujours dit que le passé était garant du futur, ce qui est une grande erreur. Alors, on peut toujours changer la donne. Oui. Et quand j'ai appris à me déposer en 2006-2007, j'ai commencé à méditer. Et je suis une très mauvaise méditante, en fait. Je vous dirais que je suis pourrie. Je médite 15-20 minutes et probablement que là-dedans, il y a quelques secondes où je suis vraiment sur pause. Le reste du temps, je suis en train de me dire, il faudrait que j'arrête de penser. Mais comme dirait un grand maître hindou, c'est pas grave si tu te baignes dans de l'eau profonde ou dans de l'eau peu profonde, tu vas te mouiller quand même. Ce qui fait que, oui, je médite tous les matins et par la suite, c'est là que j'ai commencé à ressentir des choses, à recevoir des informations, à prendre mon crayon, poser des questions, recevoir des messages, recevoir une direction. Et c'est ça qui a complètement transformé mon expérience. Fait que ça, c'est la première étape, comme vous dites, là, pour se connecter à ce qu'on appelle la source. Puis après ça, pour devenir rencontrer l'alchimiste à l'intérieur de nous, ben, c'est d'aller apprendre à écouter ce qu'il y a là. Parce que il y a eu de longues années d'entraînement pour moi à dire c'est beau, je l'ai reçu, mais je l'ai pas écouté. Parce que mon mental a embarqué puis il s'est mis à s'obstiner avec la sensation puis à dire parce que je suis conditionnée, parce que j'étais très conditionnée, j'avais des croyances, j'avais tout ça. Alors mes conditionnements embarquaient puis disaient ben non, tu peux pas faire ça, ce sera pas bien vu, ce sera pas accepté, tu seras pas reconnu. Et à force de me Ici, on a une expression qui dit à force de se péter le nez, alors se péter la margoulette ou se... c'est ça. Alors, à force de me faire mal moi-même, justement, à ne pas écouter ce qu'il y avait là, ben, j'ai fini par apprendre à écouter les sensations. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire parce que ça prend juste quelques secondes là, entre l'action et la réaction. On est tous des gens réactifs. Il se passe quelque chose, la colère embarque, une pensée, un conditionnement, et là, on tombe en réaction. Si on prend quelques secondes pour se déposer et respirer dedans, puis dire, OK, qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce que ça réveille en moi? C'est quoi le malaise? Bon, ben, à ce moment-là, tu peux vraiment répondre par un oui ou par un non franc et ne pas aller justement dans le mur qui t'attend si tu n'écoutes pas ça. Fait que c'est comme ça que moi, je me suis vraiment... j'ai transformé mon expérience. Puis après ça, ben, j'ai continué à me relier à cette source-là par une pratique quotidienne de contemplation, méditation. Je vous dirais que maintenant, je fais de l'écriture de paresseuse parce que j'écris seulement quand j'ai envie que ça reste. Le reste du temps, je prends le temps le matin de méditer devant mon décor. J'ai emménagé à la campagne, j'ai acheté une petite écurie, j'ai des chevaux dans ma cour. Alors, je prends le temps de regarder les chevaux, de vivre à leur rythme, de respirer, de faire beaucoup de marches en nature. Et tout ça me relie à ma source de façon spectaculaire. C'est très difficile de faire ça en ville. C'est très difficile de faire ça dans un quotidien où il y a toujours un brouhaha constant. Alors, il faut apprendre à se reconnecter à la nature aussi. Alors, quel genre de méditation pratiquez-vous? Comment méditer? Il y a plusieurs façons de méditer. Il y a plusieurs façons de méditer. Moi, j'ai lu des livres, j'ai fait des ateliers, j'ai rencontré des gens, puis j'ai pris ça, puis j'ai tout garoché ça au bout de mes bras parce qu'il n'y avait rien qui fonctionnait pour mon mental hyperactif. Alors, j'ai inventé une technique pour moi et j'ai appris des années plus tard que ça s'appelait la pleine conscience. Expliquez-nous. C'est aussi simple que ça. J'ai décidé de m'asseoir et de dire, bon, ben, je vais me concentrer sur ce qu'il y a là, ici, maintenant. Alors, présentement, on se parle, je fais attention, je porte mon attention sur ma respiration. Ah, tiens, regarde, j'ai mal à l'épaule. Ben, je porte mon attention quelques secondes sur mon épaule, je me redresse, je m'installe. C'est vraiment ça, c'est rester dans le moment présent. C'était la seule façon que j'étais capable de revenir ici. Et j'ai appris des années plus tard que c'est finalement ce qu'on appelle la fameuse méditation de pleine conscience. Ce qui fait que ça fait très bien la job, mais peu importe ce que vous faites, vous pouvez contempler, ça fait le même travail que la méditation. Contempler là, en s'assoyant puis en regardant un beau paysage, ça fait la même chose parce que ça permet de faire de l'espace. De l'espace dans notre mental parce qu'on est absorbé à regarder quelque chose de beau et le mental, tout à coup,
se met sur pause et l'énergie peut circuler. C'est à ça que ça sert à méditer. Hein. Moi, quand j'ai commencé à méditer, je voulais comprendre pourquoi. Ça va me donner quoi? Fallait expliquer. Ce que ça donne, c'est que ça permet à l'énergie de circuler dans ton corps, puis on est des êtres d'énergie. Puis si ça bloque au niveau du mental, ça bloque au niveau de la gorge, ça bloque au niveau du plexus, c'est très difficile que ça descende jusqu'au bas du ventre, qui est le chakra du créateur en nous, là. Hein, le bas du ventre, le hara, c'est de là qu'on se lève debout puis qu'on va créer notre réalité. Ben si ça descend, cette énergie-là, puis que c'est complètement déformé par toutes sortes de non-dits, puis de fausses croyances, puis de pensées négatives, ben ça arrive dans le hara, puis tu t'en vas créer exactement ce que tu viens de penser. Quelque part, ça ressemble aussi à de l'observation. Ben l'observation, la contemplation, c'est exactement la même chose. Moi, ma copine, là, sur qui j'ai écrit mon dernier livre, ma bonne amie, ce n'est pas une méditative, c'est une contemplative. Mais toute sa vie, elle a fait ça naturellement. Elle allait s'asseoir au bord du grand fleuve, ici, le fleuve Saint-Laurent, puis elle regardait. Et pendant ces années-là, ben tout se transformait grâce à ces moments-là qu'elle s'accordait. Puis elle savait pas ce qu'elle faisait, là, c'était naturel pour elle. Moi, il a fallu que je m'entraîne. Et cet entraînement-là, qui a duré 3 ans, avant 2012, là, parce que c'était vraiment en 2007, 2008, 2009, ben, je dis toujours à la blague dans mes conférences, tout ce que moi j'ai fait en 3 ans, vous allez le faire en 3 mois. Parce que tout va plus vite présentement. Ça, c'est la rapidité là, du moment où est-ce qu'on a une pensée, une parole et une action, ben c'est décuplé de vitesse. La vitesse de manifestation de toutes nos pensées, de toutes nos intentions sont décuplées parce que l'énergie s'élève sur notre planète. Ce qui fait que si vous vous déposez demain matin et que vous prenez 10 minutes, 15 minutes, ben dans 3 mois, vous allez avoir des résultats. Vous allez commencer à ressentir des choses, à avoir des images qui viennent alimenter votre discours intérieur. Et vous allez avoir des sensations qui vont vous donner des élans de vous lever et d'aller faire ceci et cela que vous n'auriez pas pensé parce que c'était pas ça dans quoi vous étiez avant. France Gauthier, on marque une pause dans cette émission. On revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de France Gauthier depuis le Québec. Alors quelque part un artiste, un peintre par exemple, qui observe ou qui contemple ses tableaux, c'est une forme de méditation parce que là on se pose et on contemple ce que l'on a fait. Quelque part ça ressemble, c'est de la méditation. Mais je dis tout le temps ça, moi regardez les artistes, ils ont tout compris là, ils s'arrêtent, ils se posent, puis ils attendent l'inspiration. Hein, je ne sais pas si vous connaissez Elizabeth Gilbert, celle qui a écrit Mange Prie Aime. Elle a d'abord évidemment écrit en anglais, Eat Pray Love, et c'est devenu un grand best-seller mondial. Elle est très drôle, très comique quand elle explique c'est quoi l'inspiration. Qu'à un moment donné, elle avait interviewé une poète aux États-Unis qui avait dit, tu sais, ça a commencé quand j'étais jeune, je travaillais au champ de coton avec ma mère et tout à coup, je la voyais arriver l'inspiration. Et je savais que si je partais pas courir pour rentrer dans la maison, prendre mon crayon et mon papier, elle passerait tout droit puis qu'elle irait voir un autre poète. Mais il faut apprendre à se déposer et probablement qu'elle, dans ses champs de coton, a travaillé avec ses mains. Ben, elle était dans le moment présent et elle pouvait recevoir cette inspiration-là. Alors, c'est une question de présence, simplement. Et les artistes, quand ils s'arrêtent pour simplement dire, bon, ben, je suis devant une page blanche ou je suis devant une toile blanche, ils prennent ce moment-là d'intériorisation pour laisser couler l'inspiration. Et moi, c'est exactement de cette façon-là que j'enseigne l'écriture inspirée. J'amène les gens d'abord, avant chaque exercice, on va méditer. Quelques minutes, là, pas des heures. On va méditer 10 minutes. Et par la suite, je vais simplement les amener à laisser couler et à vraiment se permettre d'écrire n'importe quoi au début. Et après ça, je leur donne des indices pour comprendre quand est-ce qu'ils sont en inspiration, puis quand est-ce que peut-être que l'ego a embarqué. Et par la suite, c'est que de la pratique, là. C'est vraiment simple. Mais j'ai décortiqué le processus. Et j'en ai fait une spécialité. Je suis la seule à faire ça ici au Québec. Ça fait des milliers de personnes qui passent dans mon atelier d'écriture inspirée. Et là, ben, je vais aller le donner à Paris la semaine prochaine, le 9 avril, et à Bruxelles le 16. Puis je vais donner 2 conférences la veille. Fait que si les gens sont intéressés à voir les détails de tout ça, ben, ils peuvent aller sur mon site, francegauthier.ca. Puis vous pouvez même faire francegauthier.fr. Vous allez quand même tomber sur mon site. On mettra un lien sur le site de la radio. Merci beaucoup, c'est gentil. Pas de problème. Alors, un endroit qui est propice à la méditation, c'est le jardin. Le jardin, ben écoute, la nature.
Absolument, c'est drôle parce que on a reçu ici, est-ce que tout le monde en parle, ça joue encore chez vous en France? Non. À la télé? Non, plus maintenant, non. Bon, plus maintenant, mais ici, ça fonctionne encore. Ouais, on a encore ça le dimanche soir ici. Et ils ont reçu dernièrement Éric-Emmanuel Schmitt, qui parlait de son expérience dans le désert, de son expérience hors corps, où est-ce qu'il a rencontré vraiment l'amour inconditionnel, une expérience, en fait, l'équivalent d'une expérience de mort imminente, hein, vraiment. Ouais. Ben, je vous dirais que c'est un petit peu la même chose. Le jardin, c'est un petit peu la même chose que moi j'ai vécu alors que je méditais dans mon jardin. Et j'en ai fait une conférence complète que je donne maintenant, mais qui s'appelait « Je suis Dieu et vous aussi ». J'étais dans mon jardin et je méditais simplement. Puis en fait, je contemplais. Je regardais mes fleurs, je regardais mon chien, je regardais mon chat. Et tout à coup, j'ai vécu une expérience que je peux difficilement décrire, mais quand même, je vais essayer de le faire en quelques secondes, là. Ouais. J'ai eu l'impression de sortir de l'espace-temps. Comme si je m'élevais au-dessus de moi comme si j'avais une manette Google Maps, là, puis que tu fais moins, puis que tu t'élèves au-dessus de ta maison, là. Bon, ben, j'avais l'impression que j'avais juste à appuyer sur moi, puis je m'élevais au-dessus, et là, je voyais ma maison, mon jardin, les animaux, les écureuils, les arbres, et tout à coup, j'avais une sensation extrêmement franche d'avoir créé tout ça, et de faire partie de ça, puis je voyais la fréquence de l'énergie des arbres, je voyais ça, c'était vibrant, c'était vivant, c'est difficile à décrire, mais je le voyais vivant. Et là, je m'élevais au-dessus, puis là, je voyais tout le quartier, puis je m'élevais au-dessus, puis je voyais la ville, puis le Canada, puis tout à coup, je me retrouve dans l'atmosphère et je regarde autour de moi et je me dis, oh mon Dieu, mais on est 7 milliards d'êtres humains à avoir créé tout ça. Et c'est venu une compréhension très claire que on a créé, on est des co-créateurs avec la source de ce plan de la matière pour venir jouer, pour venir expérimenter, pour venir rechoisir l'amour, pour venir rechoisir, en fait, à travers nos dons et nos talents, là, venir contribuer à cette grande œuvre. Puis on a juste confondu idéal et perfection. On a confondu de juste jouer avec la matière et vouloir la posséder, et c'est ce qui nous a rendus malheureux. Mais quand on revient à la source de tout ça, on est vraiment ici dans un parcours pour jouer avec la matière, pour contribuer et rechoisir, dans le fond, l'amour et retourner à cette source-là éventuellement. Nous sommes des acteurs. Nous sommes des acteurs, oui, dans une belle grande pièce de théâtre, puis des fois, ça joue dur. C'est sûr. Alors, vous parlez de régression dans les vies passées, donc de guérison psychique renversante, on en parlait il y a quelques instants. Vous pouvez nous apporter quelques précisions sur les régressions dans les vies passées? Écoutez, moi, c'est pas ma spécialité. Je l'ai vécu par erreur, entre guillemets, en faisant des entrevues et en faisant des expériences à chaque fois que je faisais des entrevues, parce que je travaillais pour un magazine populaire ici qui s'appelle La Semaine. Et on vient juste de rééditer, d'ailleurs, au Québec, ces entrevues-là dans un livre qui s'appelle La vie, la mort et autres histoires d'éveil. Et j'ai fait le tour de pas tous les gens, parce que j'aurais pu faire ça pendant des années, à tous les jours, puis j'en aurais trouvé encore à tous les jours, mais j'ai fait le tour des gens qui me semblaient les plus crédibles avec leurs histoires d'éveil, avec leurs histoires d'expérience de mort imminente, avec leurs histoires, tous les scientifiques qui s'intéressent à ça. Et là-dedans, j'ai rencontré quelques hypnologues, quelques maîtres Reiki, puis en testant les produits, à chaque fois, j'ai vécu des expériences transcendantes parce que je dirais que je peux pas l'expliquer, mais que ça pouvait pas être le fruit de mon imagination. Et la première fois, sous hypnose, avec une hypnologue suisse, d'ailleurs, qui était au Salon du Livre de Montréal, elle m'a fait vivre une expérience où j'ai basculé dans une autre ligne de temps. C'est la seule façon que je peux l'exprimer. Et je me voyais et je ne pouvais pas arrêter le film parce que j'avais des pensées par-dessus et mes pensées n'arrêtaient pas le film qui se déroulait sous mes yeux. La même chose que les gens qui vont, par exemple, se faire hypnotiser par Mesmer vont raconter par la suite. Vont dire, oui, j'étais juste à côté en arrière, puis je me voyais aller, puis c'était comme, voyons, qu'est-ce que je fais là? Et c'est la même chose sous hypnose. Je me voyais aller, j'étais dans un film où, la première fois, je vais vous le raconter rapidement. Allez-y. Je marchais dans une allée et il y avait des femmes voilées de chaque côté. Et moi, dans mon espèce d'ego de journaliste de l'époque, je me suis dit, ah mon Dieu, je devais être un cheikh arabe et ça, c'est mon harem. Et tout à coup, je me rends compte que c'est pas drôle du tout, puis c'est pas un harem, c'est plus des femmes qui pleurent. Et là, je me vois, et je vous raconte ça rapidement parce que ça a duré 1h15, la séance d'hypnose. Tout à coup, je me retrouve sur la croix. Et là, je me dis, ben voyons France. Et là, tout ce temps-là, le film continue de dérouler, là. Et je me parle, puis je me dis, ben voyons France, c'est quand même pas Jésus-Christ, c'est gros. Et là, en disant ça, je me vois me tourner la tête. Et là, je vois 2 autres personnes sur la croix. Puis là, je dis, oh mon Dieu, c'est lequel qui était à droite de Jésus déjà? Et là, je repars dans ma tête.
Mais le film continue de se dérouler. Et pour avoir une conclusion tout à fait ordinaire et absolument plate, dans ce temps-là, ils crucifiaient pas mal tous 3 par 3, puis c'était pas du tout Jésus qui était à côté de moi. Mais ça m'a fait vivre une expérience. Ouais. Une expérience de comprendre que ça se passe à 2 niveaux. Ma pensée, j'avais des pensées en fonction de mes croyances, en fonction de mes conditionnements. J'avais des pensées de dire, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis en train de me prendre pour Dieu? Et tout ce temps-là, le film continuait. Et je pouvais pas l'arrêter jusqu'à ce qu'elle me sorte de là. Et par la suite, j'ai revécu ça, je vous dirais peut-être une dizaine de fois dans différentes circonstances, sur une table de Reiki, dans un atelier où je suivais Pierre Lessard, avec qui j'ai écrit 2 livres pour voir ce qu'il faisait comme travail. Et je me suis retrouvée dans des lignes de temps ou dans des espaces où est-ce que, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? J'aurais pas pu inventer ça. Et que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, Alain, j'en ai vraiment aucune idée, puis ça n'a aucune importance pour moi. Ce qui est important, c'est que ça m'a permis de guérir des gros thèmes dans ma vie. Une fois, sur une table de Reiki, j'ai vécu quelque chose qui m'a permis de guérir l'auto-sabotage. J'étais la reine de l'auto-sabotage. Je me sabotais toujours lorsque j'arrivais juste au succès. Et en amour, au travail, dans toutes mes partout, dans toutes les sphères de ma vie. Et en vivant cette expérience-là, où est-ce que j'ai vécu quelque chose de très intense, je me suis retrouvée sur une scène, j'étais en train de chanter, j'étais une orientale qui chantait de l'opéra devant un paquet devant une foule, un public, c'était tous des Asiatiques. Et je me voyais de dos. J'avais l'espèce de toque des geishas, là. Et j'ai été assassinée sur la scène par quelqu'un qui était jaloux. Et j'ai hurlé, j'ai crié sur la table de Reiki, je ne savais pas ce qui se passait, je comprenais pas. Ça m'a pris 3 jours à m'en remettre. Puis 1 an plus tard, j'ai regardé en arrière et je me suis dit, c'est drôle, je me sabote plus. D'accord. Je me sabote plus et j'ai compris que chaque fois que j'approchais du succès, j'étais comme en danger de mort. C'est une prise de conscience, finalement. Ce n'est que de la conscience. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Je dis toujours, mon dada dans la vie, c'est la conscience. L'ouverture de conscience, l'élévation de la conscience. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que j'ai vécu ou est-ce que ça fait partie de l'inconscient collectif puis je l'ai capté? Ça n'a aucune importance. Ce qui est réel, c'est que après avoir vécu cette expérience-là, je me suis guérie de l'auto-sabotage. Puis j'ai plus jamais ressenti que j'étais en danger de mort si je réussissais. Ah, mais il y a des choses qui sont bel et bien réelles. Je prends par exemple Nicole Dron, que je cite souvent sur cette antenne. Est-ce que vous connaissez Nicole Dron en France? De nom seulement. Voilà. Nicole a fait une NDE, elle a vécu toutes les étapes de la NDE, et de l'autre côté, elle s'est aperçue, elle a pris conscience de ses vies précédentes, et elle a même vu que elle avait été mariée plusieurs fois à son mari actuel. Elle n'avait pas compris, il fallait revenir pour compléter, c'est ça? Voilà, elle devait s'affirmer, en fait. Elle était trop, comment qu'on appelle ça, soumise. Et finalement, elle revenait à chaque fois pour s'affirmer. Oui, en fait, j'ai vu quelques minutes seulement de ce qu'elle raconte. Moi, ce qui m'a beaucoup fasciné dans ces expériences-là, par contre, c'est celle d'Anita Moorjani. Mourir pour vivre, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, je la connais pas. Lilou l'a interviewée, entre autres, vous pourrez vous trouver ça sur le site de Lilou. Mais c'est fascinant, elle était à 36 heures de sa mort, elle était dans le coma, atteinte d'un cancer généralisé, tous ses organes étaient atteints, qui ne fonctionnaient plus, elle était maintenue en vie parce qu'on avait demandé à la famille de venir la voir avant de débrancher les appareils. Et elle a fait une expérience de mort imminente, elle est sortie de son corps. Et là, elle a vu que tout se jouait en même temps, d'ailleurs, parce qu'elle a vu toutes ses vies passées, d'une part, toutes ses vies futures. Ça aussi, c'est très difficile à imaginer. Et elle a rencontré la lumière, mais elle a aussi été capable de voir ce qui se passait avec son mari et sa mère dans l'autre pièce. Elle voyait son frère à Hong Kong, qui était à l'extérieur d'Hong Kong et qui tentait de prendre un avion pour venir la voir. Et elle a réalisé que son cancer était la somme de ses peurs. C'est pas des grandes peurs, des petites peurs. La peur de pas être à la hauteur, la peur de décevoir, la peur de pas être correct, la peur de faire de la peine. En fait, la même chose que ce que Nicole Dron raconte, dans le fond. Oui, c'est vrai. La peur de pas être à la hauteur, puis c'est pour ça qu'elle était soumise, parce qu'elle avait peur de s'affirmer. Et au moment où elle a pris conscience de ça, on lui a offert le choix de revenir. Elle est revenue dans son corps, elle a ouvert les yeux et elle a dit au médecin, j'ai faim. Là, les médecins étaient médusés, parce que c'était sûr qu'elle mourrait dans les heures qui s'en venaient. 6 semaines plus tard, elle sortait de là. Plus aucune trace de cancer. Elle est toujours vivante 10 ans plus tard et son histoire a fait le tour du monde parce que Wayne Dyer s'en est emparé et le livre a fait le tour du monde. Alors je l'ai vu, j'ai vu la vidéo. Je me souvenais plus du nom. Je me souvenais plus de son nom. Anita Moorjani. Oui, formidable témoignage.
vraiment. Vraiment, c'est fantastique. Elle et Ben Alexander, qui est ce neurochirurgien américain qui a vécu une expérience de mort imminente. Et moi, je vous dirais ici au Québec que j'ai beaucoup de plaisir dans mes conférences qui s'appellent La Bonne Nouvelle, puis que je vais adapter pour Paris, parce qu'à Paris, ça va s'appeler, ça s'appelle Le monde est malade et sa guérison passe par nous, parce que je le fais aussi avec une coach française, Nathalie Martin, à Paris. Mais ici, j'ai beaucoup de plaisir à raconter que mon meilleur ami de jeunesse, parce que moi, j'ai fait mes études pour devenir médecin, mais j'ai changé d'idée en 3e année d'université. Alors, j'ai beaucoup d'amis médecins ou dans le milieu de la santé, puis mon meilleur ami de jeunesse, André, est médecin spécialiste, et il a fait une expérience de mort imminente l'année dernière. Et avant ça, dans nos soupers d'amis, il s'ostinait avec moi à temps plein. Il m'obstinait à temps plein. Oui, mais France, la science. Et là, je disais, oui, mais André, la science ne peut pas tout expliquer, tu comprends? Oui, il y a science et science. L'année dernière, après son expérience, il a arrêté de m'obstiner. Mais... Je trouve ça assez formidable. Maintenant, ça a complètement changé sa pratique, d'ailleurs. Et il dit à ses patients, au lieu de dire, vous savez, les statistiques disent que... Non, il dit à ses patients, s'il y en a un qui s'est guéri, t'es capable. Ouais. C'est ce que je vous disais, il y a science et science. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer les scientifiques en physique quantique. Ils apportent beaucoup, les chercheurs en physique quantique. Et en plus, la science quantique, la médecine quantique est en train de démontrer, hors de tout doute, qu'on peut vraiment changer notre réalité. Puis ils ont fait beaucoup d'expériences avec l'arrivée de la résonance magnétique. C'est formidable parce qu'on peut voir ce que ça change dans le cerveau. Et les aires du cerveau se transforment. Ce qui fait que là, ça, c'est une médecine qui va être en pleine expansion et qui va permettre définitivement d'apporter des réponses. Mais moi, j'aime bien penser que oui, on va toujours avoir... besoin des uns des autres et d'aller chercher de l'aide dans la médecine traditionnelle, puis dans la médecine des plantes, puis même la médecine énergétique, mais qu'on a aussi toutes les ressources en nous. Bien sûr. Pour participer à cette guérison-là. Finalement, une guérison émotionnelle, psychique, physique, spirituelle, peu importe. Finalement, on a pris conscience aujourd'hui, surtout avec les chercheurs en physique quantique, que tout est information. Voilà. Et ça, c'est important de savoir comment ça fonctionne. Oui, puis qu'on peut changer l'information. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est que tout est information, et tant aussi longtemps qu'on reste dans nos schèmes de pensée bien étroits, mais on va répéter exactement ce qui est là. Mais si on ouvre ça, puis qu'on se permet, et c'est entre autres ce que mon ami Mario Beauregard... j'allais le citer. Mario Beauregard. Oui, j'allais le citer. Moi, je travaille avec Mario. On a un atelier qu'on fait ensemble, et qui est disponible sur le web, d'ailleurs, qui s'appelle Le Mandat de vie. À travers les conversations papillons, j'offre cet atelier-là à travers Conversations papillons, et Mario a participé à mes ateliers en groupe ici. Et moi, j'adore Mario parce qu'enfin, on peut mettre, grâce à toi, la physique et la métaphysique sont en train de se rencontrer. Toi et tes amis, parce que j'avais interviewé aussi Gary Schwartz, avec qui il s'est associé à l'Université de l'Arizona. Et c'est fascinant. Lui, il arrive dans mes ateliers, puis là, il sort son PowerPoint, puis son gros PhD. Il est docteur en neurosciences. Puis moi, tout le temps, on dit la même chose, c'est juste qu'il y a un PowerPoint, puis moi, j'en ai pas. Tout à fait. Et là, il nous montre comment est-ce que la pensée transforme le cerveau et que c'est physiquement très clair, c'est visible à l'œil nu. Tu changes tes pensées, si tu vas méditer, si tu t'élèves, si tu nourris des pensées de joie, tu transformes ton cerveau. Oui, il faut se remettre sans arrêt en question. Moi, je suis obligée de le faire encore à ce jour. Fait que sachez que c'est un long chemin. Et ça fait longtemps que je suis là sur ce chemin-là. Puis souvent, je dis à la blague, si quelqu'un m'avait dit en 2002 dans quoi je m'embarquais, j'aurais peut-être dit, oh non, peut-être pas dans cette vie-ci. Cette vie-ci, je vais boire de la bière. Je reviendrai dans la prochaine. C'est très exigeant, le chemin de la conscience. C'est exigeant. C'est pas facile. Surtout avec toutes les embûches qu'on a à gérer, finalement, au jour le jour. Principalement nous, qui s'assumons et qui en parlons publiquement. C'est encore une étape de plus à franchir. Et moi, ici, c'est sûr que c'est drôle, je suis en train d'écrire un article. Quand vous avez appelé, je suis en train d'écrire mon article pour mon site Internet que j'envoie chaque mois à travers mon infomètre. J'ai une infolettre que j'ai appelée l'infomètre. Et je parle justement de ça. Je dis que Dieu est un humoriste. Parce que moi, ça a été ma façon, c'est mon arme de construction massive, comme je l'appelle. Ça a été ma façon de désamorcer tout ça ici quand on m'interviewait puis qu'on essayait de me planter en bon français. Je disais toujours à la blague, ou quand on me traitait de folle, je répondais toujours à la blague, t'as même pas idée à quel point. Et ça désamorce. Et j'ai vraiment... on a une expression qui dit revirer de bord. J'ai retourné certains animateurs en disant, écoute, excuse-moi, mais tu reviendras dans une autre vie pour évoluer. Oui, tout à fait. Faut avoir beaucoup d'humour, faut en rire. Faut vraiment en rire, et avec cet humour-là, j'ai réussi à faire passer mon message comme une tonne de briques, et ça, je me dis, c'est la façon de faire, entre guillemets, c'est-à-dire, faut pas se prendre au sérieux,
Il faut y aller avec notre bonne humeur, notre bonhomie, puis on n'a pas à convaincre personne. Bon, bien sûr que moi, j'ai un rôle public, là, mais on n'a pas à convaincre personne. On a juste à être rayonnant comme des gros soleils. Et ça a un effet spectaculaire sur les gens qui nous entourent. France Gauthier, on marque une pause dans cette émission. On revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère, la dernière partie de l'émission. Nous sommes toujours en compagnie de France Gauthier depuis le Québec. Alors nous avions fait une émission justement avec Mario Beauregard, notamment le docteur Jean-Jacques Charbonnier, également que vous devez connaître. Voilà, sur justement comment fonctionnait la conscience finalement. Il compare le cerveau à un transmetteur. C'est qu'un transmetteur finalement le cerveau. Ben, c'est un peu l'effet de l'ordinateur par rapport C'est l'ordinateur. Le cerveau, c'est un ordinateur, puis le programmeur, ben, c'est la conscience, puis il est à l'extérieur, il est à l'intérieur, il est quelque part, on ne sait pas où. C'est ce que je dis, hein. Qui parle, hein. C'est pas le cerveau, c'est la conscience. Mais il utilise le cerveau, bien sûr, voilà, c'est un outil. Pour traduire en mots. Ben voilà. Mais c'est exactement comme ça que j'enseigne mon écriture inspirée. J'explique que le cerveau n'est qu'un ordinateur, puis maintenant on va aller consciemment se brancher sur le programmeur. Tout à fait. Et le programmeur, quand on est dans cette espèce d'espace d'observateur à l'extérieur de nous, ou à côté, ou peu importe où est-ce que vous le voyez, ben, il a une vision beaucoup plus large de la vie. Et il est détaché aussi des soucis du quotidien. Et quand on va dans cet espace-là, ben moi j'appelle ça le buffet énergétique. Là. C'est comme rentrer au buffet chinois. Tu vas pas manger tout ce qu'il y a là, mais tu peux aller chercher certains aliments, certaines fréquences et recevoir l'information dont tu as besoin pour ta journée, pour ta semaine, pour ce qui s'en vient, et simplement comme éclairage de vie. Et depuis que je fais ça, c'est fou tout ce que j'ai créé grâce à l'écriture inspirée, parce que je suis guidée par cette partie-là de moi qui sait, entre guillemets. Alors, sur votre site Internet, vous parlez de l'école de la vie. C'est moi qui ai créé l'école de la vie. Là, c'est un concept parce que je me suis installée à la campagne avec mes chevaux tout près d'un camp pour enfants qui s'appelle Valestrie. Et quand les enfants sont pas là, la fin de semaine, entre autres, j'invite les adultes. Moi, je loue le camp et je reçois des groupes pour mes ateliers d'éveil, pour mes ateliers de guérison. C'est une terre de cristal extraordinaire qui permet vraiment de ressentir, d'aller dans le parcours de sensation. Et depuis que je me suis installée là, il y a plusieurs groupes qui sont venus, puis j'ai l'intention, éventuellement, j'aimerais savoir des charters, des nolisés d'Européens qui vont débarquer, venir voir la cabane au Canada. Ils vont venir dans mon bois magique, dans ma forêt magique. Mais ça, ce sera pour plus tard. Je vais aller vous voir avant. Ah oui. Ça sera avec plaisir. Donc, cette école de la vie, vous réalisez également des ateliers? Oui, c'est vraiment ce qui chapeaute les ateliers. Comment ça se passe, un atelier? Ben, ça dépend. Il y a des ateliers d'une journée, comme l'écriture inspirée, comme le mandat de vie, que je fais avec Mario Beauregard, et un hypnologue qui s'appelle Jean-Charles Chabot, qui est extraordinaire, qui fait de l'hypnose de régression. Mais là, dans l'atelier, on fait pas ça. On amène seulement les gens à aller rencontrer la partie 2, justement, qui peut les guider dans leur mandat de vie, là. Alors ça, c'est des ateliers d'une journée. Ça fait partie de l'éveil. J'ai des week-ends de 2 jours et de 3 jours aussi, où est-ce que là, on va beaucoup plus loin, là, dans la rencontre, entre autres. Bon, il y a un atelier qui s'appelle l'éveil au maître en soi. C'est vraiment pour aller rencontrer le maître à l'intérieur de nous qui, d'abord, s'est affranchi du jugement, de la critique, qui a guéri ses thèmes de vie, ses thèmes de trahison, d'abandon, peu importe ce que vous portez, qui en a pris conscience, qui est allé les rencontrer, qui les a guéris. Alors, bien sûr, tout se fait pas dans un week-end, mais je donne des outils qui sont extraordinaires, parce que moi-même, je les ai mis en pratique dans ma vie. Des outils qui m'ont été transmis parce que j'ai été coachée, moi, pendant des années de temps par des maîtres, et j'ai été très gâtée, j'ai beaucoup reçu, ce qui me permet là, de le transmettre. Fait que ça, c'en est un. L'éveil, c'est vraiment d'aller rencontrer nos thèmes, puis de créer notre vie en créateur conscient. Et la guérison, ça amène l'éveil à un autre niveau, je vous dirais, c'est que là, on va vraiment rencontrer les peurs, les détachements, tout ce qui crée les maladies, les maux, les malaises dans notre corps. Et ça, c'est un atelier de ressenti. C'est un atelier où est-ce que j'enseigne le matin, mais l'après-midi, on joue. On vient à l'écurie, entre autres. On va jouer dans le bois, dans la forêt. Le soir, on a des activités ludiques parce que dans le jeu, ça s'intègre beaucoup plus facilement. Alors, d'une manière générale, comment réagissent-ils les gens dans ces ateliers? Ah, ben, écoutez, moi, je suis tellement, là, je vais toujours me vanter encore. Tellement, là,
éblouie de voir ce qui se passe là, particulièrement depuis 2-3 ans. J'ai commencé entre autres à faire des voyages d'éveil dans le sud. Ok, je vais à Cuba presque à toutes les saisons. Là, je ne vais pas ce printemps parce que je viens en Europe, mais je vais y retourner à l'automne. Et mes groupes que j'ai pendant une semaine, je les vois arriver dans un état X et repartir dans un état Z. Ils sautent par-dessus le Y. C'est phénoménal. Je vais raconter l'histoire de Manon, par exemple. Manon qui est arrivée avec une condition sévère à l'épaule. Elle devait être opérée après le voyage. Elle avait les ligaments déchirés tout le tour de l'épaule et l'os inversé. Et c'est une grosse chirurgie qui l'attendait. Et ça faisait 1 an qu'elle avait le bras droit collé sur son corps, puis elle ne pouvait pas l'utiliser. Elle avait appris à écrire de la main gauche. Elle est arrivée bourrue, de mauvaise humeur. Elle prenait sa valise, elle n'était pas contente. Et le 3e jour, elle m'a sauté au cou, puis elle a levé son bras droit en l'air, puis elle était guérie. Ah oui, bon. Et je n'ai pas mis ma main sur son bras. C'est pas moi qui ai dit lève-toi et marche. Les gens font ça par eux-mêmes. Et moi, je ne me fais qu'être un catalyseur, puis je suis pas la seule à pouvoir faire ça. Là. Ça part de l'intention. Alors, peu importe l'enseignant qui est en avant, si vous partez dans une intention, et elle, quelque chose lui disait qu'il fallait qu'elle fasse ce voyage-là avant d'aller se faire opérer. Elle s'est jamais fait opérer, et finalement, elle m'écrit une fois de temps en temps pour me tenir à jour. Mais je vous dirais que j'ai vu des guérisons psychiques spectaculaires. Une maman qui a perdu sa fille par suicide et qui me dit « Je suis morte avec elle il y a 3 ans », et qui a retrouvé sa flamme de vie aujourd'hui et qui est rayonnante comme un soleil. Une autre qui faisait des cauchemars depuis des années, qui en fait plus. L'autre qui avait mal à un genou. Puis, bref, il y a des guérisons à tous les niveaux et je vois ça. J'ai la chance d'assister à ça, puis je fais pas grand-chose. Là. Je les amène simplement dans un état d'amour inconditionnel d'eux-mêmes, à vraiment prendre conscience de leur peine, à se libérer de leur amertume ou de ce qu'ils entretiennent comme lien de colère ou peut-être de ressentiment envers certaines personnes qui les auraient blessés. Je les amène à voir que chaque personne qui nous a blessés dans notre vie, finalement, c'est un acteur qui est venu nous faire rencontrer nos blessures. Il faut savoir les remercier et les retourner en coulisses puis dire « Ok, c'est beau, là, je m'en vais à mon prochain acte puis j'ai plus besoin de toi. » Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment que des prises de conscience. Et dans cet état de conscience-là, je dirais que tout est permis. Et malgré ça, il y en a quand même qui vont mourir de leur maladie. Là. Mais moi, je prétends que David Servan-Schreiber, par exemple, est mort guéri. Et mourir guéri, c'est une grande grâce. Ça ne veut pas dire qu'on va pas mourir. Tout le monde va partir à un moment donné. Mais on peut le faire avec beaucoup moins de souffrance et avec beaucoup plus de joie puis de satisfaction de notre vie. Alors, on peut vous retrouver sur Internet. Vous avez un site. Vous allez nous rappeler l'adresse? C'est francegauthier.ca ou .fr, ça revient au même. Sur Google, et vous allez tomber sur moi. Oui, c'est vrai. Je l'ai fait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre site comme information? Vous pouvez trouver sur mon site, entre autres, l'horaire de tout ce qui s'en vient en Europe la semaine prochaine. Sur la page d'accueil, là, vous avez l'horaire de toutes les activités. Paris, c'est une conférence conjointe avec Nathalie Martin, la coach française. Bruxelles, la conférence La Bonne Nouvelle, parce que je pense que Bruxelles a besoin de bonnes nouvelles. Ah oui. Et savez-vous quoi? J'ai réalisé cette semaine que la femme qui organise ma conférence à Bruxelles, c'est une musulmane. Une musulmane ouverte et qui a marié un Belge qui s'est converti à l'islam. Et ces gens-là vivent dans une spiritualité très ouverte. Ils font venir France Gauthier, qui est totalement non religieuse et qui offre des enseignements hors dogme. Et j'ai trouvé ça tellement beau, mais je me suis dit, oui, c'est ça. Ça n'a aucune importance, la religion. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on est tous des frères et sœurs ici sur cette planète et qu'on a à partager. Et c'est probablement le plus gros problème présentement, c'est l'iniquité beaucoup plus que la religion. Oui, exactement, oui. C'est vraiment terrible, le fossé qui se crée présentement entre les riches et les pauvres. Et ça ne peut que créer beaucoup de frustration et de violence. Il faut partager, échanger, mais pas imposer. Voilà. Alors bref, je trouve ça extraordinaire que ce soit une musulmane qui organise ma venue à Bruxelles. Et on va parler donc de la bonne nouvelle et l'écriture inspirée le samedi également. Puis je vais donner des entrevues là-bas aux gens qui m'ont invité. Est-ce que vous parler de Vivre et mourir guéri, mon dernier livre là, qui est disponible chez vous. D'accord. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Ben, j'espère que je vais vous voir. Écoute, mon message là, c'est rappelez-vous que Dieu est un humoriste et que par l'humour, on peut vraiment désamorcer tout ce qui est dramatique présentement et de mettre notre focus. Moi, j'ai créé une petite chaîne de télé YouTube qui s'appelle LBN pour La Bonne Nouvelle. Et je me suis dit, si on met tous ensemble notre focus sur ce qui est beau, sur ce qui est grand, sur ce qui est drôle, eh ben c'est ce qu'on va créer dans notre vie. C'est vrai. Et je pense que c'est devenu un devoir civique, un devoir de citoyen, d'être heureux et de se prendre en main et de
créer notre réalité comme on la souhaite, parce que plus on est heureux, plus ça a un effet extraordinaire sur tous les gens, mais sur des milliers de gens, beaucoup plus que ce qu'on pense. Et c'est cette vague-là qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on va transcender les violences, l'amertume et les frustrations. On a besoin de rire, on a besoin de soleil, de lumière. Et puis on aurait besoin aussi de films humoristiques, ce qui n'est pas toujours le cas à la télévision. C'est même assez dramatique parce qu'on voit beaucoup de violence. Heureusement, maintenant il y a Internet, alors on peut le faire. Moi, je fais que ça. Je regarde beaucoup de films sur Netflix. Bien sûr, c'est en anglais, mais il y en a quand même en français aussi. Puis je surveille ma nourriture intellectuelle. Moi, je suis une journaliste d'enquête. J'ai été 25 ans à la télé ou presque. Je ne regarde pratiquement plus les nouvelles parce que je veux pas me nourrir de ça. Je suis au courant de ce qui se passe, bien sûr, mais je veux plus me nourrir de nouvelles en continu sur les chaînes de nouvelles ici qui sont 24 heures sur 24 parce que c'est sûr que quand tu te nourris de ça, c'est ce que tu crées dans ta vie. Exactement. Tout à fait. Alors voilà, c'est ça le message que j'avais envie d'envoyer. Merci France Gauthier d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. C'était un réel plaisir. On vous souhaite la bienvenue ici à Paris et à Bruxelles. Puis on espère vous voir encore des fois et des fois. Ah ben merci beaucoup. La prochaine fois, j'irai dans le sud puis j'irai vous voir en studio. Oui. Parce que savez-vous quoi? Justement, j'aime bien le titre de votre émission. Il y a de plus en plus de clés et de moins en moins de mystères. C'est vrai. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Fréquence Évasion.